Matin pour le 5e webinaire organisé par Handvoice sur le digital. Vous savez que nous prenons la parole régulièrement sur des sujets qui vous intéressent. On a déjà évoqué la fin des cookies, on va évoquer aujourd'hui l'open web et j'ai le plaisir d'accueillir Paul. On va y revenir plus tard. On a un gros sujet effectivement autour de l'open web très intéressant. Et pour information, on traitera au mois de décembre la mesure. Je sais que c'est un pain point, un point essentiel effectivement pour le suivi de vos campagnes. Donc on traitera ce point-là également lors d'un webinar au mois de décembre. On va attendre quelques 2-3 minutes pour que tout le monde puisse arriver. Rappel du fonctionnement sur ce type d'événement. On va vous présenter un maximum d'informations avec des chiffres, avec des cas, pour que ce soit vraiment très concret pour vous. N'hésitez pas à poser des questions. On essaiera de les traiter soit pendant, soit après. On verra en fonction des questions. Et pour cela, vous avez donc le petit chat que vous avez en bas où vous pouvez discuter. Et à côté, vous avez justement un onglet questions dans lequel vous pouvez poser les questions. Donc l'idéal sur le chat, c'est de souhaiter bonjour et bonne journée à tous, et puis d'avoir les questions centralisées sur l'onglet questions, ce qui nous permettra effectivement de les identifier dans le flow d'échange. Voilà, je pense que vous connaissez bien maintenant cette plateforme. Donc le chat pour dire bonjour et les questions pour poser les questions. On y reviendra à la fin en fait de ce webinaire qui va durer une petite heure. Et puis s'il y a des questions qui sont vraiment liées à quelque chose qui vient de passer, n'hésitez pas. On essaiera aussi de les capter. Je regarderai aussi en permanence ces deux parties-là. Si vous êtes bien calé, je vous propose d'avancer. Bonjour Paul, merci d'être là. Bonjour et merci pour l'invitation. Du coup, j'en profite pour me présenter. Merci pour l'invitation, Alban. Donc, Paul Ripard, moi, je dirige le digital et la data chez Prisma Media Solutions, donc la régie du groupe Prisma. Et puis, on parlera un peu plus en détail de qui est Prisma. Oui, exactement, hein. C'est un plaisir d'avoir Paul. C'est un intervenant très de qualité extrême sur ce sujet de l'open web qui prend beaucoup la parole. On a vraiment de la chance de l'avoir avec nous ce matin. On va traiter justement de l'open web. Avant ça, donc de mon côté, je suis le CEO d'Envoy. J'ai une double casquette avec le coprésident du CPA avec mon acolyte Emmanuel Brunet, qui est donc un syndicat en fait professionnel. Voilà, et avec ces deux casquettes-là, ça permet effectivement d'avoir une certaine vue du marché. Ce que je vous propose, c'est de débuter, même si vous connaissez forcément Prisma, de débuter quand même sur une présentation du groupe, parce qu'il y a beaucoup de changements, Paul, aussi ces derniers temps. Et c'est un groupe, effectivement, je pense que l'on n'a pas forcément toute la mesure en fait de la puissance du groupe en tête, donc c'est bien certainement de rappeler. Ouais, merci. Merci. Donc, effectivement, donc Prisma a été fondé il y a quasiment 50 ans. Ça va être une belle fête pour les 50 ans et avec des marques. En tout cas, je suppose que vous connaissez tous au moins une à plusieurs marques que nous avons chez nous et qu'on représente. Ça peut s'appeler donc Géo, Capital, National Geographic, Harper Bazaar, Harvard Business Review. Donc, c'est une quarantaine de marques sur lesquelles on va pouvoir travailler. Donc, qui sont éditées ici avec des journalistes ici, donc à Gennevilliers. Quasiment 400 cartes de presse qu'on a à Gennevilliers et qu'on va pouvoir consulter évidemment historiquement sur du magazine et de la presse magazine. Un magazine sur 3 vendu en France, c'est un magazine de Prisma, quand vous allez du coup notamment dans un relais pour acheter un magazine, mais également sur le digital. Énorme transformation qui a été mise en place de la part de Prisma. Donc voilà, plus de 30 millions d'internautes qui sont touchés chaque mois, quasiment 10 millions chaque jour, et avec une belle transformation également sur la partie vidéo, avec donc 6 studios vidéo qui sont ici et qui sont à Gennevilliers. Typiquement, quand Pierre Ninet vient faire une interview pour Voici, elle est toujours filmée et vous allez la retrouver du coup sur nos sites internet découpée de façon assez sympa. Donc voilà, donc Prisma Media, un acteur global. Pour ceux qui regardent et qui sont des fans du médiamétrie et en tout cas du top des registres, vous allez voir, c'est tout en haut, en tout cas en termes de puissance sur la partie open web. Et donc à retenir, un acteur global, puissant, des belles marques médias, une quarantaine de marques médias disponibles du coup sur le magazine qui est notre historique, mais également une grosse transformation, et là majoritairement du coup sur l'Internet.
C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir Paul avec nous, hein. Vous voyez la puissance en fait de ces marques, à la fois la puissance, comme tu le dis, et puis en même temps de la profondeur, parce qu'on voit vraiment des usages très particuliers, on y reviendra tout à l'heure. Mais l'open web, c'est ça, je pense que cette slide-là représente bien l'open web. C'est beaucoup d'usages, beaucoup de qualité. Tu parlais des cartes de presse tout à l'heure, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Mais c'est vrai que Prisma, je pense, est certainement le meilleur symbole de l'open web sur la quantité des titres et en même temps la qualité en fait des contenus. Et on va avoir le plaisir d'y revenir dans quelques minutes avec toi, Paul. De l'autre côté, Advoice, donc Advoice, on est ce qu'on appelle en fait une adtech, hein, une entreprise avec de la technologie. Notre objectif, il est relativement simple. On accompagne les annonceurs en fait et leurs agences à opérer des campagnes sur l'open web. Donc on va y revenir aussi tout à l'heure, hein. On a différents grands continents d'usage, le search, le social et puis l'open web. On va essayer de qualifier ensemble toute cette partie-là. Et nous, notre territoire, c'est vraiment cette partie open web. On essaie de faire en sorte que ça soit très simple, à la fois puissant et en même temps avec des résultats qui soient en adéquation avec vos besoins. Et donc, on va utiliser beaucoup de technologies pour faire ça, même si tout est simple en fait pour l'annonceur. Et on a notamment lancé Hybrid Pulse, la première IA permettant de combiner à la fois les approches cookieless et les approches cookies pour pouvoir, on va y revenir tout à l'heure, avoir quelque chose d'encore plus puissant et de plus simple. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Ce que l'on va traiter ce matin, c'est 4 grands thèmes. C'est le déséquilibre investissement versus usage. On va vous donner effectivement des chiffres à la fois sur les investissements web et en même temps sur les usages du web. On va parler forcément d'ultra-dépendance search et social. Et puis, on aura un focus, bien sûr, sur la partie open web. On va décrire ce levier qu'est l'open web et en même temps, on parlera d'une évolution majeure qui est l'hybridation suite au déclin des cookies, comment l'open web se réinvente aussi grâce à l'hybridation. Et en fin de séance, on aura donc ces questions-réponses. Donc, encore une fois, n'hésitez pas pour ceux qui viennent d'arriver. Vous avez un onglet questions qui est normalement en bas à droite et vous pouvez poser vos questions à tout moment. On les prendra soit au fil de l'eau, soit à la fin de ce webinaire. L'idée est de débuter par quelques chiffres. Le digital, hein, en France, la pub digitale, c'est à peu près 10 milliards d'euros donc investis en 2024. Et lorsqu'on regarde justement la répartition entre les grands leviers, c'est 45% sur le search, 28% sur le social, 19% sur l'open web et 9% sur la partie affiliation. Donc effectivement, c'est un marché qui est relativement en croissance, avec effectivement des trimestres qui sont plus ou moins compliqués. Je pense que vous devez tous le voir, mais globalement qui est en croissance. Et on retrouve tout de même un pilier search social qui représente 73%. Donc on voit bien effectivement que les annonceurs mettent majoritairement leurs investissements sur ces deux leviers-là. Quand on regarde au niveau des acteurs, si on prend le groupe Meta, le groupe Google et puis Amazon, ce qu'on appelle voilà, communément les GAFA, c'est pareil, c'est à peu près 71% des investissements. Donc c'est ce qu'on appelle en fait un oligopole. On a 3 acteurs aujourd'hui qui maîtrisent une grosse partie des budgets digitaux en France. Ça, c'est la vision budget, la vision donc financière de la publicité. Et ce qui est intéressant, c'est de la comparer avec la vision usage. Et là, vous avez justement une cartographie des usages entre ce qu'on appelle l'open web, l'environnement ouvert, et puis les plateformes fermées, les environnements fermés, donc qui sont plutôt donc des plateformes US et chinoises. Et on l'a vraiment par grand type en fait d'acteurs. Ce que vous avez là, c'est en temps passé. C'est un indicateur qui nous semble très important, le temps passé, parce qu'effectivement, sinon, on a tous, au niveau des régies, au niveau des sites, 30, 40, 50 millions de visiteurs uniques. Mais ce qui est véritablement intéressant, c'est la profondeur du sage. Et c'est vrai que le temps passé, c'est un indicateur qui reflète bien ce temps d'usage. Donc lorsqu'on voit ça, on voit effectivement que l'open web, sur ces 4 grands leviers, donc le divertissement, l'information, le service et l'e-commerce, ça représente des territoires d'usage qui sont bien au-delà effectivement du search, bien au-delà de la musique, bien au-delà en fait des services, donc que ce soit l'e-commerce ou les emails. Et il n'y a que l'ensemble des réseaux sociaux qui représentent effectivement plus, par exemple, que la partie divertissement qui donne, voilà, je pense, une bonne vision
des usages, l'open web, c'est vraiment un usage qui est clé. C'est 35 du temps passé, alors qu'on le voyait tout à l'heure, c'est seulement 19 en fait des investissements. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une surreprésentation de certains leviers par rapport en fait aux usages. Et je pense bien sûr au search, hein. Le search, c'est 1% du temps passé des internautes chaque mois, et c'est donc quasiment la moitié des investissements. On va y revenir tout à l'heure, on va essayer de comprendre pourquoi il y a cette telle différence. Et là, vous avez deux visions, la vision budget et la vision usage, et on voit bien effectivement qu'il y a clairement une différence et un déséquilibre entre les deux. L'open web, c'est quoi, hein? L'open web, on va essayer de le qualifier. L'open web, c'est l'ensemble donc des plateformes dites ouvertes. Donc, on va y retrouver tous les sites médias, on va y retrouver les sites communautaires, que ce soit sur la décoration, la cuisine, le sport, etc. Et puis en même temps, tous les sites marchands. Ce que je dis souvent, c'est que l'open web, c'est le média des projets, à la fois des grands projets, lorsque vous allez chercher une maison, lorsque vous allez préparer l'arrivée d'un bébé, lorsque vous allez organiser vos vacances, etc. Vous passez, certes, on le verra tout à l'heure, par le search en porte d'entrée, mais à la fin, vous consommez justement l'open web à travers des articles, à travers des vidéos, à travers des posts de blog. Et on va le voir, c'est là où se trouve justement l'information, à la fois pour les grands projets, mais aussi pour les petits projets, ce que j'appelle les projets de la vie quotidienne. Donc ça va être à la fois de choisir un film, aller voir la critique par exemple de Gladiator, est-ce que c'est un bon film, est-ce que je dois y aller, ou en même temps trouver un resto, ou même trouver en fait une crème de soin du visage, parce qu'effectivement on a quelques rougeurs. Toutes ces informations-là, on va les trouver justement sur l'open web. Donc ça, c'est important d'avoir cette discussion-là, de replacer effectivement cette notion d'open web, surtout dans un contexte où la mesure des performances des campagnes est de plus en plus complexe. C'est un sujet donc, que l'on traitera au mois de décembre, donc on reviendra vers vous là-dessus. Mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas une seule journée où on ne nous relève pas la difficulté en fait d'avoir une vision précise des performances de campagne pour différentes raisons, hein. Voilà, GA4 est un outil qui semble un petit peu moins mature que ce qu'on a pu voir précédemment chez Google. Voilà, de très nombreux clients nous remontent le fait que c'est très compliqué de comprendre ce que fait GA4 et quelles sont les données, si elles sont bonnes ou pas. Il y a clairement une opacité de plus en plus forte en fait sur le search et social, sur la réalité en fait des chiffres et c'est la façon dont les campagnes sont opérées. Donc ça ne permet plus de contrôler exactement la performance en fait des campagnes. Et bien sûr, il y a le déclin du cookie tiers qu'on traite assez régulièrement chez Envoice, qui empêche aussi forcément d'avoir une mesure précise comme on pouvait l'avoir. Donc dans un contexte où on a une mesure des performances de plus en plus compliquée, le fait de savoir où on va diffuser, je pense que c'est quelque chose qui revient de plus en plus fortement. Et donc, on va revenir. L'open web, c'est justement le média que l'on arrive certainement à mieux contrôler. Alors, bien sûr, hein, encore une fois, c'est plus de 2 tiers en fait des investissements qui sont mis sur le search et le social. Il y a de très bonnes raisons à ça. Lorsque vous travaillez effectivement avec 2, 3 acteurs, comme on l'évoquait tout à l'heure, ça permet de toucher des audiences considérables, quasiment la moitié des internautes sur certaines cibles, quasiment la totalité de certaines cibles, je pense aux jeunes, sont sur, par exemple, les réseaux sociaux. Donc ça permet effectivement, avec très peu d'acteurs, de pouvoir toucher la majorité en fait des Français, de pouvoir travailler aussi avec peu d'acteurs toutes les stratégies, donc du top of mind jusqu'à la partie retargeting. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plus simple. Et cette simplicité est en plus de plus en plus forte parce qu'elle est accentuée justement avec les nouvelles technologies, avec l'arrivée de l'IA. Un service comme Performance Max, c'est de moins en moins de maîtrise, c'est de plus en plus en fait de gestion directement par l'IA. Et c'est ce qui donne de la simplicité, mais en même temps aussi c'est ce qui permet de perdre en transparence. Voilà, donc il y a des avantages et des inconvénients forcément à l'IA, mais c'est vrai que l'IA renforce à la fois la simplicité et en même temps l'opacité des campagnes.
Sur le search comme sur le social, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre des petits montants. Si nous sommes une TPE ou un grand groupe du CAC 40, il n'y a pas de problème. On va pouvoir adapter justement les campagnes et choisir les bonnes cibles avec des budgets très différents. Donc ça peut être quelques dizaines ou centaines d'euros par mois jusqu'à plusieurs millions. On peut aussi utiliser tous les formats, que ce soit de la vidéo, que ce soit de la bannière, que ce soit du native, etc. Donc, ce qui est assez intéressant. Et in fine, c'est vrai que c'est assez rare d'entendre que les performances venant de Google sont mauvaises, hein, on peut le dire, ça serait même un euphémisme. Alors c'est sûr qu'effectivement, lorsqu'on a une plateforme qui permet de traquer les performances, forcément c'est plus compliqué de s'attribuer en fait de mauvaises performances. Mais dans tous les cas, si le social et le search sont aussi puissants aujourd'hui, il y a de bonnes raisons derrière. Encore une fois, c'est de la simplicité, c'est de la puissance et c'est de la performance. Alors, c'est ce que je disais, pour autant, il y a quand même une surreprésentation clairement, hein, par rapport à l'usage. Ça, c'est un petit graphe en fait qu'on a fait. Ce que vous avez là en bleu marine, c'est le temps passé sur le search. Vous voyez, c'est 1 1 du temps passé de chaque internaute tous les mois l'est sur le search. Donc c'est tout petit. Par contre, effectivement, il y a une large partie, des investissements, qui y rentrent parce que le search est souvent considéré comme la porte d'entrée. Voilà, c'est la porte d'entrée en fait, vers le web. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on considère que c'est la porte d'entrée, c'est comme dans une maison. La porte d'entrée, certes, on y passe, mais en fait, on passe le plus clair de son temps à l'intérieur de la maison et pas devant la porte. Et bien, c'est exactement la même chose sur le web. On va passer bien sûr par cette porte, passer par le search, mais on va passer beaucoup plus de temps sur l'open web, sur les sites médias de Prisma ou d'autres, sur les sites communautaires, sur les blogs, etc., pour pouvoir avoir l'information. Parce que l'information que l'on cherche, elle ne se trouve pas sur Google, elle se trouve sur l'open web, elle se trouve sur tous ces sites-là. Et c'est vrai que cette dichotomie entre la porte d'entrée et l'intérieur de la maison, je pense qu'il est assez intéressant parce qu'effectivement, on passe le plus clair de son temps à l'intérieur de la maison. Et aujourd'hui, en fait, ça se retranscrit complètement sur la partie open web. On a aussi un autre point qui est important sur la partie search, hein, c'est l'évolution des CPC. Ça, c'est un point qui est remonté aussi en permanence du côté de nos clients. Oui, je vous confirme, effectivement, on a essayé de faire une petite étude. Tous les ans, c'est 3, 5, 7, 10, 15% en fait d'augmentation des CPC. Ça, c'est dû à deux choses. D'une part, parce qu'il y a de plus en plus d'annonceurs sur le search, alors que le search est un usage qui est relativement mature, donc il n'y a pas énormément en fait de différences d'usage d'une année sur l'autre. Donc ça crée forcément de la concurrence. Et d'autre part, je vous invite à regarder effectivement les bénéfices de Google année après année. Vous retrouvez assez systématiquement la croissance des CPC dans la croissance en fait de la marge et du bénéfice de Google. Donc clairement, effectivement, c'est pas quelque chose qui devrait, dans tous les cas, s'arrêter. Et ça ne devrait pas s'arrêter, notamment parce qu'on est à un point de rupture sur le search avec l'IA générative, avec des outils comme ChatGPT. J'ai pris cet exemple-là, mais il y en a bien d'autres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on avait le search qui était vraiment la porte d'entrée vers une information précise. Voilà, je cherche un resto, je cherche un hôtel, je cherche un horaire, etc. Et j'utilise Google. Et on avait à côté, en fait, toutes les services type ChatGPT qui permettent d'avoir une synthèse. Voilà, en gros, si on prend un sujet, à la fois pour un étudiant ou pour un professionnel ou pour préparer un voyage, on va demander une synthèse, voilà, quels sont les lieux à voir, par exemple, à Chicago au mois de novembre. Et cette synthèse-là va être faite par ChatGPT ou les autres. Et donc, on va avoir en fait deux systèmes qui, jusqu'ici, en fait, étaient véritablement complémentaires. Alors, souvent, on nous dit: «Oui, mais en fait, Alban, tu sympa, mais l'IA, c'est l'IA générative, c'est vraiment pour les geeks». 7,5 millions de personnes au mois de septembre 2024 ont été sur ChatGPT. 7,5 millions. Et si on remonte à 18 mois, c'était zéro. On est passé de 0 à 7,5 millions en l'espace de 18 mois. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le temps passé. Aujourd'hui, sur ChatGPT, tous les mois, c'est 1 heure de temps passé sur ce service-là. C'est déjà au-dessus du temps passé, en fait, par Google. Chez Google, c'est environ 50 minutes de temps passé en fait tous les mois. Et ChatGPT est déjà en fait
au-dessus. Et la bombe de ces dernières semaines, hein, vous avez dû le voir, c'est le fait d'avoir sorti justement ce qu'on appelle des search GPT. En gros, c'est la possibilité, à travers justement un outil comme ChatGPT, d'aller chercher justement des informations précises, comme on peut le faire sur Google. Ce qui est sûr, c'est que cette révolution de l'IA générative va complètement modifier l'usage du search. Et on va se retrouver effectivement avec un search qui va complètement évoluer. Donc c'est vrai que lorsque on met 40, 50, 60% de son budget sur un levier qui est en train de changer et qui est complètement bouleversé, on peut s'attendre effectivement aussi à avoir une modification sur son budget à venir dans les prochains mois. Alors, ça, c'est pour la partie search. Le social, hein, c'est un usage, effectivement, encore une fois, qui est colossal. Voilà, je pense que ces études-là, vous avez dû les voir. C'est principalement un usage de distraction. Moi, j'ai 2 ados, je le vois, dès qu'ils ont 30 secondes, ils vont sur TikTok ou sur Insta. Mais c'est vraiment plutôt un usage, en fait, passif. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est ce chiffre-là, c'est le temps d'attention par poste qui est inférieur, en fait, à 2 secondes. Voilà. En fait, c'est je scroll, je scroll, je scroll, je m'arrête, je scroll, je scroll. Et donc, en fait, sur le social, on est véritablement sur un usage qui est massif, mais en même temps, un usage qui est passif, au contraire, justement, de l'open web. On va y revenir tout à l'heure. Ce sont aussi des environnements qui sont plus compliqués à maîtriser, hein. Vous avez déjà dû faire l'exercice en tant que professionnel ou en tant qu'usager. On retrouve de très bons contenus et puis on retrouve des contenus qui sont beaucoup plus compliqués en fait à associer à une marque. Voilà, il y a différents chiffres que vous pouvez voir ici. Je pense que chaque professionnel a eu cette expérience de se retrouver à côté d'une vidéo ou d'un contenu qui était pas approprié. Et c'est vrai que la difficulté en fait sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir maîtriser cet environnement. C'est très compliqué parce qu'il y a énormément de contenu, parce que ce contenu est très peu filtré. C'est très compliqué pour les différentes plateformes de le faire. Mais in fine, on retrouve en fait souvent nos marques à côté de contenus qui ne sont pas appropriés. Et ça, c'est un sujet qui est clairement clé, surtout en 2024. Donc, on a 2 leviers très puissants qui sont performants, qui proposent en fait des choses intéressantes et qui sont simples. Mais en même temps, on le voit bien que par rapport à l'usage et par rapport au challenge, il faut trouver aussi un nouvel équilibre. Et l'idée justement aujourd'hui, c'était de focaliser sur l'open web. C'est un levier qui est incontournable en termes d'usage, on l'a vu tout à l'heure. C'est un levier qui est engagé, on va le voir maintenant, mais c'est encore un levier qui est sous-investi. Et là, tout l'idée maintenant, dans la discussion qu'on va avoir, c'est de pouvoir vous démontrer que ce levier-là est clairement un levier qui devrait être au centre de votre stratégie 2025. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'open web, c'est le levier des projets. Voilà. Lorsque vous faites un voyage, lorsque vous préparez un achat, que ce soit un petit achat ou un gros achat, ou même en fait un projet de la vie quotidienne, encore une fois, aller faire une toile ou aller prendre un pot avec des potes, vous passez toujours, in fine, par l'open web. Et donc là, ce qu'on a essayé de faire sur cette slide-là, c'est de montrer aussi la puissance de chacun des usages que l'on peut avoir. Je vais prendre un exemple, hein, par exemple, le voyage. Lorsqu'on prépare en fait un voyage, on va d'abord aller se renseigner sur des guides, donc comme Géo par exemple que l'on retrouve chez Prisma, comme le Petit Futé ou le Routard. C'est 13 millions de personnes qui tous les mois se rendent sur des guides liés en fait au voyage. On va préparer son itinéraire, donc on va aller sur des sites comme Mappy ou Via Michelin. C'est 15 millions de personnes tous les mois qui se rendent sur ce site. On va réserver une location et puis bien sûr, on va regarder la météo si en gros il faut prendre plutôt un blouson ou autre. Et là, on retrouve aussi 24 millions de personnes. Donc les audiences que vous avez là, vous le voyez, que ce soit pour le shopping, que ce soit pour la préparation de l'achat d'un bien immobilier, d'une voiture ou même de préparer en fait un ciné, vous voyez, on est toujours entre 10, 15, 20, 30 millions de personnes qui spécifiquement sur cet usage vont aller chercher une information. Donc on se rend bien compte à travers toutes les marques que vous pouvez voir là, en fait que chacun utilise en fait au quotidien l'open web dans la préparation de ses projets. L'engagement, c'est ce que j'évoquais en fait tout à l'heure. Là où on a une forme de passivité sur le social, c'est pas du tout ce qu'on va retrouver justement sur l'open web. L'open web, c'est un média, c'est un levier engagé.
engagé, bien sûr, on le verra tout à l'heure sur le fond et notamment grâce au travail en fait des journalistes, mais engagé au niveau de l'utilisation qu'un internaute en fait peut en faire parce qu'on va rechercher une information, on va aller trier des informations, on va essayer d'avoir un choix, d'avoir une décision. Et donc on a vraiment en fait un levier qui est dans lequel en fait on est engagé et c'est ça qui fait la différence aussi avec un levier type le social où on est plutôt effectivement sur du scroll en fait infini où on est plutôt passif. Donc dans toutes les décisions, je vous ai mis quelques chiffres, mais dans toutes les décisions de projet, petits projets ou projets de la vie quotidienne, cette information-là, on va aller la chercher et c'est une information effectivement qui va permettre d'avoir un lien particulier entre un internaute et un annonceur. Dernier point, c'est un levier citoyen. C'est un point qui est très important parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un levier sur lequel on va retrouver de l'information qui est contrôlée, l'information qui est produite par des professionnels, donc qu'ils soient engagés à droite, à gauche, si on parle par exemple de politique, peu importe. Mais en gros, on a affaire en fait à des professionnels. Et donc cette partie-là, elle est véritablement clé parce que c'est ça qui permet en fait à chacun que cela soit vous, nous autour en fait de cet écran ou les jeunes générations qui arrivent, de se construire une opinion, de se construire en tant que citoyen. Lorsque l'on investit sur l'open web, on investit aussi dans la compréhension du monde pour les prochaines générations et dans la construction en fait des futurs citoyens. Et pour moi, c'est un élément qui est véritablement clé aussi. Alors, j'ai essayé de balayer justement les avantages en fait de l'open web. Ce que je vous propose maintenant, c'est spécifiquement à travers le témoignage en fait de Paul, de nous parler justement comment aujourd'hui vous intégrez des marques au sein d'un environnement de qualité et avec de la puissance comme Prisma. Merci Alban. Effectivement, hein, un des grands avantages de l'open web, et tu l'as dit, c'est vraiment un média qui va permettre de construire des éléments. Alors, on part évidemment, tu l'as très bien dit, par la série, par la clé d'entrée d'un Google et du search encore. Donc, j'ai voulu mettre quelques exemples qu'on a spécifiquement chez nous. Donc voilà, vous êtes intensif, vous avez envie de changer de banque parce que c'est vrai que les frais bancaires, vous en avez marre et vous payez un peu trop tous les mois. Ce que vous allez généralement faire, alors, en règle générale, hein, c'est donc vous rendre sur Google, taper certainement une question comme qui est la banque la moins chère, banque pour faire des économies. Vous envoyez la recherche, vous avez différents résultats. Les premiers, généralement, donc, sont du SIA, donc des résultats sponsorisés sur lesquels, du coup, la confiance, elle est un peu moindre. Parce qu'on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie de cliquer sur du sponsorisé? Donc, le SIA, c'est très bien, et donc c'est important pour les marques évidemment d'y être, mais des fois en tant qu'utilisateur, on peut se méfier et aller donc directement sur une partie très SEO naturelle, et donc qui sont des résultats qui ont été curés par Google et qui va dire effectivement quand vous recherchez un résultat sur qui est la banque la moins chère, c'est important de pouvoir lire ces éléments. Et là-dessus, donc je vous ai pris ce cas-là, vous allez retrouver par exemple un article de Capital. Donc Capital est très présent là-dessus, sur la banque, sur l'immobilier. Vous avez certainement lu, regardé les spéciales immobiliers un peu de Capital. Et donc, vous allez avoir le travail qu'ont pu faire nos journalistes sur les frais bancaires 2024 et qui vont vous dire spécifiquement banque à banque laquelle est la moins chère. Donc voilà, vous allez avoir un classement établi par le journaliste de Capital. Et à ce moment-là, on est dans un moment assez fort. Hein, donc on touche une personne qui est en pleine interrogation sur son changement de banque, qui est en train de lire des informations. Et c'est typiquement là où, en tant que marque, il faut être présent. Parce que c'est quand même assez fort si on est en train de lire frais bancaires, quelle est la banque la moins chère. C'est quand on est en train de lire, juste ça, je vois d'un coup une publicité, par exemple, display pour Boursorama, et avec, en plus, ça peut être encore mieux, un code de réduction pour ouvrir son compte. Donc là, il y a une porte qui est assez forte entre du coup publicité et contextualisation qu'on peut avoir chez nous. On a fait d'ailleurs pas mal de travaux dessus, avec des instituts d'études indépendants, sur le lien entre passer une publicité dans un contexte qui est assez fort. Et ce qu'on se rend compte, c'est que généralement, si vous êtes typiquement, vous êtes Boursorama, vous êtes le Crédit Agricole, peu importe la banque, et vous allez passer justement une publicité sur ce contexte-là où on va parler des frais bancaires et quelles sont les banques les moins chères, votre mémorisation, elle va augmenter généralement d'au moins 15%. Votre intention et donc tous les éléments que vous pouvez avoir et tout ce que vous allez rechercher un peu comme output va être augmenté en gros d'éléments à 2 chiffres. Donc voilà, c'est vous montrer ces éléments qu'on a ici pour des projets un peu plus longs, comme voilà, changer de banque, mais c'est la même chose pour l'immobilier, ou investir, vous avez des chances de tomber un peu sur Capital ou Harvard Business Review, par exemple, chez moi. Mais pareil également pour le quotidien. Vous voulez faire de la mayonnaise, par exemple, vous voulez faire un pot-au-feu,
vous allez taper sur Google des recettes. Des recettes, il y a les chances que vous tombiez sur Cuisine Actuelle ou sur Cuisine AZ, qui sont deux de mes sites. Ça peut être également chez Marmiton, qui n'est pas chez moi, mais qui est un très bon site également. Vous allez avoir l'ensemble des recettes et l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de faire votre mayonnaise. Et ben là, vous êtes en éléments et vous avez du coup plus d'huile chez vous. C'est peut-être quand même important de pouvoir vous dire que quoi qu'il arrive, c'est le lieu sieur qui est présent et de pouvoir du coup vous adosser directement mayonnaise, le sieur, la personne à faire de la mayo, elle va avoir besoin d'huile et certainement d'huile de qualité. Donc voilà, donc ça pour vous dire que ce soit un temps plutôt long et réfléchi sur lesquels vous prenez de l'information, vous allez aller sur un site média et c'est important de pouvoir coller du coup et être à ce moment-là présent publicitairement. Mais la même chose pour vraiment de l'achat qui va être vraiment très rapide et de suite, vous avez vraiment la possibilité de toucher donc ces intentionnistes qui sont en train de réfléchir soit un futur achat, soit un achat immédiat qui va être fait. À travers ces deux exemples-là, tu vois bien effectivement le point clé qui est la porte d'entrée, certes, mais en fait l'information, elle est véritablement sur l'open web. La porte d'entrée, on n'y fait que passer que très rapidement, alors qu'on va chercher l'information, on va la trier sur les contenus, que ce soit encore une fois, comme tu le disais, sur des grands projets ou sur des petits projets. C'est un très bon exemple, je suis assez d'accord en fait, d'introduction à l'open web. Donc, un élément qui est important, notamment quand on parle également du social, et c'est vrai, la data de Facebook, on choisit souvent Facebook et d'annoncer sur Facebook pour sa data. Ce n'est pas tant pour la qualité des contenus ou l'intégration, mais c'est beaucoup pour la data. Et c'est vrai que la data de Facebook, elle est énorme. Au gré des likes, au gré des commentaires qu'on peut laisser, c'est un amas de data qui est énorme et c'est pour ça qu'on annonce sur Facebook. Donc, c'est se dire et peut-être tordre le cou à une idée reçue entre il y a des acteurs qui ont de la donnée, des acteurs américains, et il y a des acteurs qui n'en ont pas, qui sont l'open web. Donc, je voudrais juste vous montrer de façon assez simple comment, en une seule journée et en l'équivalent de 2 heures de temps, j'arrive à classifier que dans un foyer, il y a des enfants. Et certainement, ça peut vous arriver. Donc voilà, vous êtes aujourd'hui, il est 17 heures. Vous regardez ce que vous allez faire ce week-end avec vos enfants. Donc, vous tapez voilà, que faire ce week-end avec des enfants. Très certainement sur Google aussi, cette porte d'entrée. Vous allez arriver sur Géo et vous allez avoir quelques idées d'escapades familiales que vous pouvez faire du coup au départ de Paris ce week-end avec vos enfants. Vous lisez votre article, c'est très bien. Vous rentrez ensuite chez vous. Voilà, il est 18h30 et va arriver l'heure du repas familial. Donc voilà, vos enfants, très certainement, les miens sont un peu durs là-dessus, sont un peu durs sur la cuisine, donc vous voulez des recettes un peu sympas pour les enfants. Vous allez toujours taper recettes sympas à faire pour les enfants pour le repas de ce soir. Vous allez arriver sur Cuisine Actuelle, vous allez avoir quelques idées plutôt sympas, que ce soit dans comment présenter l'assiette ou sinon dans la recette en tant que telle. Donc voilà, vous lancez votre repas et vous vous dites, ce soir, ce repas, en plus, on va le manger devant la télé. Donc, vous regardez sur Télé Loisirs, quel est le programme familial à regarder ce soir ou sur les plateformes. Je vais aller sur Netflix parce que j'ai un abonnement à Netflix. Est-ce que tu peux me donner quelques idées, s'il te plaît, Télé Loisirs, en tout cas de films familiaux? Et donc, en 1 heure de temps donné, en gros, je suis sûr chez vous qu'il y a des familles avec enfants. J'ai pu vous renseigner et vous donner un peu ces éléments-là et donc collecter cette donnée. Et donc, cette donnée, nous, en tant qu'éditeurs, on va la stocker chez vous pour vous permettre ensuite, dans le cadre de vos campagnes, si vous voulez avoir une approche data aussi, de pouvoir travailler sur des ciblages qui sont on ne peut plus précis. Donc, je vous ai pris les cas des familles avec enfants, mais ça peut être sur plein d'autres éléments. C'est l'avantage quand on a tous ces sites et cette profondeur de site à l'intérieur. Là, c'est un cas qui est assez gros, famille avec enfants, mais on peut évidemment aller sur des éléments beaucoup plus petits, des personnes qui sont engagées citoyennement, par exemple, qui vont sur Géo, qui font attention à l'avion, mais qui vont être également sur la nourriture, comment cuisiner sans viande, comment cuisiner vegan, qui peuvent vous intéresser si vous voulez ensuite cibler ces personnes-là, parler à ces personnes-là quand vous lancez par exemple un nouveau produit 100% végétarien ou que vous lancez votre gamme bio par exemple. Donc voilà, avoir un contexte, c'est important. Avoir une data, c'est important. Et l'autre élément, c'est qu'est-ce que je vais afficher? Comment ma publicité va s'afficher? Donc l'avantage, quand on est propriétaire de ces sites, les sites de Prisma, ils appartiennent à Prisma. C'est Prisma qui est l'éditeur de ces sites. C'est d'avoir une liberté créative qui est assez importante. Bien évidemment, j'ai des formats qui sont des formats très standardisés, et c'est normal, j'ai des formats standardisés, des pavés, des vidéos verticales comme on peut avoir, j'ai des formats standardisés. Mais on peut également travailler sur une créativité parce que c'est nous qui avons la main sur le site. Donc, si vous avez besoin, par exemple, là, je prends un petit exemple, alors peut-être qu'il est moins visible ici parce qu'il n'est pas animé, mais
Ce que vous pouvez avoir, donc, c'est des formats cover où, en gros, la publicité va descendre en même temps que votre scroll. Et donc, vous allez avoir une vision où quasiment vous êtes tout seul en écran et une vision qui est assez superbe. Ici, c'est une vidéo Jean-Paul Gaultier qui passe sur le Harper. Des possibilités de travailler en surimpression également des sites. Vous êtes sur la première page vue de la personne et en surimpression, vous allez avoir un parfum qui va arriver. Sur Harper's, en plus, ça va très bien. C'est des jolis parfums. Harper Bazaar, c'est plutôt luxe et plutôt haut de gamme. Donc voilà, une vraie affinité qu'on peut avoir. Donc c'est cette capacité également de créer des vrais formats pour les annonceurs intéressants dans un contexte. Il y a une vraie contextualisation qui est assez forte, mais également voilà, une capacité créative qui n'est pas que standardisée. Et à côté de ça, c'est se dire, je ne vais pas être bête, moi, de mon côté. C'est vrai que, en tout cas, le social et le search, c'est super. Ça a créé également de nouveaux formats. Et c'est, en tout cas, s'inspirer également de ces éléments-là. Et moi-même, en tant qu'utilisateur, je les vois. Et des fois, je peux trouver, du coup, ces formats assez intéressants. C'est la capacité chez nous d'avoir recréé des formats sociaux. Donc, si vous avez tourné vos vidéos de façon verticale, c'est pouvoir la prendre chez nous. Je vais rester sur le cas d'Harper Bazaar, par exemple. Vous avez chez nous, si vous allez sur le site Harper Bazaar, on a créé une petite télé qui est mobile sur le site d'Harper Bazaar. Vous cliquez dessus et vous avez donc l'entièreté qui s'affiche en vertical des contenus du Harper Bazaar éditoriaux. Et ben, l'idée, c'est vous rentrez, vous êtes dans la même expérience qu'un TikTok, par exemple. Donc, ces éléments de flux, si vous aimez cette expérience-là et c'est quelque chose qui vous plaît, à la limite, pourquoi pas, pourquoi pas. Et ben, c'est la possibilité d'avoir cette expérience qui a été recréée, mais sur mes sites, et de pouvoir intégrer, du coup, vos vidéos, tout comme vous le feriez sur un TikTok, mais sauf que là, ça va être intégré au sein d'un contexte éditorial très fort. C'est le Harper Bazaar et au sein d'environnements uniquement de qualité. Vous êtes sur la télé d'Harper Bazaar qui a été digitalisée. Et à côté de ça, avec ces expériences sociales qu'on peut faire, on peut avoir exactement la même expérience, voilà, je vous ai dit que le social qu'un TikTok. C'est se dire également sur le search, ça peut être intéressant. Donc voilà, nouveau format par exemple qu'on a créé ici. Vous voulez sponsoriser batteur électrique. Donc voilà, vous avez un article qui va être écrit du coup par des journalistes chez nous. Ça peut être un article par exemple qui va être sur un site de cuisine et qui va dire voilà comment monter vos œufs. Ça veut dire voilà, prenez votre batteur électrique. Ça peut être un article sur Capital qui va faire parler des batteurs électriques et savoir pour le Black Friday, vous voulez acheter un batteur électrique, quels sont les meilleurs batteurs électriques. Ce que vous allez pouvoir faire chez moi, donc vous êtes dans Capital, à l'intérieur de Capital, c'est que ces mots apparaissent en surbrillance, donc voilà, en surbrillance, et que quand vous allez cliquer dessus, vous allez être du coup redirigé directement vers votre store. Donc voilà, l'idée est de se dire que on peut avoir un beau contexte, de la data extrêmement qualitative, des formats qui sont juste uniques, mais également, si vous aimez cette expérience sociale, vous aimez l'expérience du search en format, vous aimez l'expérience du social en tant que format, c'est qu'il soit repris, mais cette fois sur nos sites, avec du coup les conditions et qualités éditoriales qu'on peut avoir chez nous. On vous a mis là quelques bonnes raisons. Alors, j'en ai mis 6 plutôt parce qu'il fallait que ça tienne à l'intérieur de la slide, mais donc il y en a pas mal. Effectivement, et Alban l'a très bien dit, donc c'est adosser vos marques auprès de contenus qui sont rédigés par des journalistes. Voilà, si on veut éviter, j'avais lu une étude qui était voilà, 40% des utilisateurs de TikTok pensent que la Terre est plate. Donc, si vous voulez éviter que vos enfants soient des platistes invertés, enfin voilà, en tout cas assez forts, c'est pas mal de les amener du coup sur des sites avec des contenus rédigés par des journalistes où vous pouvez voilà lire des beaux articles. Et pour qu'on soit dans ce créneau vertueux, il faut qu'évidemment les journalistes soient payés, et en tout cas qu'il y ait un juste retour. Je trouve qu'il y a beaucoup. Alors, le but n'est pas de se dire que c'est du social en investissant chez nous, pas du tout, mais en tant que citoyen, généralement, on essaye d'acheter directement chez le producteur. On essaye d'acheter en tout cas au plus près de la personne qui va créer du contenu, créer de la valeur, qui va créer la tomate. Et donc là, c'est se dire que c'est la même chose, non pas en tant que citoyen, mais en tant que professionnel. Quand on va dépenser son argent, il est important également de les dépenser auprès des personnes qui font vivre la société. Vous allez pouvoir évidemment bénéficier de la caution des marques référentes. À un moment donné, on parlait beaucoup un peu de l'effet télé. Je suis passé à la télé. C'est le même effet quand vous êtes sur Capital, que vous annoncez auprès de Capital, que vous annoncez auprès de Géo, auprès d'un Femme Actuelle, si vous êtes un produit de beauté par exemple. C'est cet effet que vous pouvez avoir à vous adosser et quand votre publicité du coup est présente dans ces environnements très forts. Alban l'a bien rappelé également, c'est un média de l'attention. On est plutôt nous sur des temps de lecture assez longs. Nos articles, alors ça dépend, il y a différentes tailles d'articles, mais ce sont plutôt des articles fouillés, écrits par des journalistes. On est plutôt sur un temps qui est un temps assez long et même de la publicité, beaucoup moins sur un temps de swipe. Et donc, vous avez le temps d'installer, du coup, que ce soit votre vidéo ou votre display, qui va pouvoir être lu et vu, du coup par les éléments. Et un autre point, peut-être sur lesquels on n'insiste pas assez, c'est de se dire que
on est sur un univers qui est open. Et donc, il est open. Mais il est open à quoi? Il est surtout open à la mesure. Donc, quel que soit le prestataire que vous allez utiliser pour faire vos mesures, tous les mesureurs externes sont autorisés sur les sites de l'open web. Vous allez pouvoir travailler, vous voulez faire des brand lift surveys pour regarder les effets sur votre marque. Vous voulez faire des tests pour regarder est-ce qu'ensuite il y a eu un achat en magasin. En gros, ce que vous allez mettre, ce soit des pixels, en tout cas tous les éléments de réassurance que vous voulez avoir, en tout cas sont autorisés dans l'open web. On est sur un élément du coup open et open justement à la mesure tiers, quel que soit l'acteur tiers avec lequel vous allez pouvoir passer, ce qui n'est pas le cas dans tous les environnements qui sont plutôt des environnements fermés. Là, ici, vous allez pouvoir travailler avec beaucoup d'acteurs différents pour vérifier que ça fonctionne bien. Autre point, voilà, une fois qu'on a vu un peu la partie assez publicitaire et les avantages de faire de la publicité, c'est reparler aussi de nos marques et de nos marques qui ont su évoluer avec le temps. Voilà, une personne qui lisait Géo, une personne qui lisait Capital, hein, qui sont des magazines nés sous format magazine il y a quelques temps, ont su évoluer dans les usages, ont su évoluer également dans l'UX. Et donc, vous retrouvez, et je vous incite par exemple à aller sur Géo et Capital qui ont fait une refonte totale de leur site internet cette année, mais c'est le cas pour toutes nos marques. Je prenais ces deux marques parce que voilà, c'est les cas les plus récents qu'on a de refonte. Et voilà, et on va retrouver en tout cas la qualité de ces articles-là, toute la profondeur, voire même plus, vu que dans un magazine, je suis limité en tout cas en pagination, ce que je ne suis pas sur le web. Donc, vous allez pouvoir tout retrouver avec voilà, une UX superbe, notamment pour Géo qui fait la part belle aux photographies avec des super belles photos qui sont prises par les photographes. Enfin, les photographes de Géo sont chez nous. Donc, ce sont nos JRI qui sont envoyés faire les photos que vous allez pouvoir retrouver. Et à côté de cette partie digitale, on a su, en tout cas, investir et évoluer également sur le social, parce qu'il y a beaucoup de nos utilisateurs qu'on peut retrouver sur le social et sur lesquels on essaye de faire des ponts. Il ne faut pas avoir d'œillère, hein, en tant que marque média. Mes utilisateurs sont sur le social, il faut également que je puisse les informer dessus. Et avec le lancement de marques, alors, suivant votre catégorie d'âge, vous pouvez plus ou moins les connaître. Donc voilà, Simone peut-être un peu plus connue, peut-être pour les plus âgés, vraiment sur l'empowerment féminin qui a été lancé. Et d'autres, si vous êtes un peu plus jeune et que vous aimez le MMA, par exemple, Hypercut, qui voilà, vous allez retrouver notamment sur un TikTok et autres. Et donc voilà, c'est des marques qu'on peut lancer chez Prisma, qui vont avoir une destinée sociale, mais pas que, et on verra ça, pour parler en tout cas vraiment, vraiment aux plus jeunes. Donc on essaye de ne pas faire et d'avoir des œillères en se disant le social, c'est pas bien. Éditorialement, on en a besoin. C'est là où on peut créer du coup en tout cas les premiers éléments. Quand vous avez une interview de Pierre Ninet, vous allez pouvoir voir les meilleurs extraits du coup, par exemple, sur le social de Voici, qui va ensuite vous dire, si vous voulez voir la suite, allez sur le site internet. Vous pouvez lire également sur papier glacé du coup la suite de l'interview de Pierre Ninet. Mais en tout cas, c'est d'essayer de jouer également au maximum, nous, éditorialement avec ce social. Et je voulais là-dessus, pour illustrer ça, vous raconter deux petites histoires qu'on a éditorialement. La première, c'est Néon, qui est un magazine qui est arrivé d'Allemagne. Donc voilà, Prisma, c'était au début un groupe qui était allemand. Donc, il marchait très bien sur les jeunes en Allemagne. C'est arrivé sous le format papier. Donc, cette marque Néon qui arrive en 2012 en France. Donc voilà, ça a franchement super marché, très beau lancement. 2 ans plus tard, un site internet naît. Et donc, il y a un site internet Néon qui arrive. 2021, finalement, les usages du papier pour la génération plus jeune de Néon s'arrêtent. Donc, on décide d'arrêter le papier sur la marque Néon. Il y a beaucoup d'autres qui continuent. On décide en 2023 d'arrêter également le site internet de Néon pour devenir maintenant changement total. Néon devient une marque qui devient 100% sociale et très orientée maintenant LGBT. Donc, si vous cherchez des bons plans et des idées de sortie, c'est sur Néon et c'est sur le social. Donc, premier exemple qui est ici, passer d'une marque statutaire print à une marque qui devient 100% sociale. Mais l'inverse, il est également vrai, parce qu'on se dit, voilà, c'est du print vers le social, mais l'inverse, il est également vrai. Je vais vous prendre le cas d'un Cuisine à Z, par exemple, qui vous accompagne très certainement dans vos recettes de cuisine. Quand vous cherchez des recettes de cuisine sur Internet, vous allez sur Cuisine à Z. Et donc, c'est devenu super. Donc, il y a des cuisines, il y a en tout cas un site Internet. Donc, voilà, deuxième site de recettes en France pour faire en tout cas un deuxième site de cuisine en France, qui a également une partie sociale, mais qui a été lancé juste là, en novembre 2024. On lance également le magazine de Cuisine à Z, notamment pour les fêtes. Les gens ont besoin également pour les cuisines d'avoir un magazine papier qui peut les aider, trouver des belles idées avec des belles photos en tout cas de recettes, et on a une vraie complémentarité qui est assez forte. Donc là, c'est un nouveau magazine qui est lancé chez nous. Et donc là, on est d'une marque qui était historiquement, c'est un pure player, hein, Cuisine à Z. On est d'une marque digitale qui devient maintenant une marque globale avec maintenant un pan print d'un Cuisine à Z. Et que vous retrouvez du coup avec
une qualité, une DA qui est juste incroyable, sur la photographie, par exemple. Et donc, cette vision un peu globale qu'on peut avoir, je voulais juste vous montrer un petit cas un peu rapide qu'on a fait donc, du coup, avec Henkel, donc, notamment pour sa marque Mir. Donc, Mir est quand même assez challengé à l'heure de la fast fashion, plutôt que laver ses vêtements, en gros, on les jette et on en rachète. Et donc là, voilà, Mir voulait revenir avec cette idée de c'est bien de laver ses vêtements, donc de pouvoir être sur ce nouveau positionnement un peu seconde main, refashion, qu'on va pouvoir travailler. Et c'est vrai que c'est un acteur qui va nous aider du coup à continuer à avoir des beaux vêtements, faire de la seconde main, et il vaut mieux laver ses vêtements plutôt qu'en racheter à chaque fois. Donc là, c'est un brief qu'on a reçu. Comment ça a été fait? En plus, c'est quelque chose qui intéresse vraiment ce positionnement slow fashion, anti, on va dire, surconsommation, qui intéresse particulièrement certaines de nos marques, Oh My Mag, Femme Actuelle, Simone. Donc, quand on est allé voir la rédac se dit, de toute façon, moi, c'est un sujet que je traite et que je veux traiter. Donc, voilà, article entièrement dédié là-dessus, avec des articles assez importants sur, voilà, quels sont les méfaits de la fast fashion, pourquoi ça peut être important, du coup, de garder des vêtements, la revente de vêtements, comment ça peut marcher, et puis plein de questions que peuvent avoir les gens. Si je lave les vêtements, est-ce qu'ils vont perdre des couleurs, avec voilà, pas mal d'idées qu'on avait dessus, qui sont traitées du coup par nos journalistes, et sur lesquelles Mir va s'adosser publicitairement. Et pendant qu'une personne est en train de lire un article, se dire, est-ce que quand je lave mes vêtements, en fait, ils perdent leur couleur et il vaut mieux en racheter, et avec plein d'idées reçues qu'on peut certainement avoir, et il va avoir du Mir qui va être un peu partout. Voilà. Et c'est des articles de la rédac. On parle ici d'articles de la rédac. Ce n'est pas Mir qui a dit « Cher rédac, voici ce que je veux faire ». C'est des gens qui sont naturellement engagés qui vont traiter de ces sujets. Donc, bel élément dessus. On a utilisé également d'autres éléments parce qu'on voulait vraiment faire closer la loupe et avoir une expérience également physique assez forte. Donc, on a utilisé également une belle stratégie d'influence et également, on a parlé sur nos différents sites pour créer un événement à la recyclerie autour du coup de cet élément-là, comment laver, voilà, la refashion, comme peut l'appeler Mir. Et donc, ça a fini par un grand salon qui a été mis à la recyclerie du coup dans le 18e avec un pop-up store pour Mir. Donc, il y avait à la fois des influenceurs qui sont très présents là-dessus. Il y avait la rédac a fait donc du coup des tables rondes sur la refashion qu'on a pu faire. Et il y avait du coup un stand Mir dans lesquels vous pouviez laver vos vêtements avec Mir, un atelier du coup pour recoudre vos vêtements, et vous pouviez également acheter du Mir là-dessus. Donc voilà, belle OP un peu globale qu'on a pu faire. On va utiliser à la fois la puissance de nos sites internet et pouvoir expliquer dans un temps assez long avec une belle visibilité sur la marque. Utiliser le social, là qu'on a servi beaucoup pour amener des gens ensuite à un événement physique qu'on a pu faire du coup avec Henkel pour la marque Mir. C'est un bon exemple, merci Paul, qui montre la proximité avec une audience de qualité, avec un environnement de qualité et avec un environnement publicitaire aussi de qualité. C'est trois, on va dire, avantages aussi que l'on peut retrouver sur le maîtrise de toutes ces données, que ce soit sur l'audience, sur l'environnement et sur ce que je fais réellement sur la présence publicitaire de la marque. Et c'est un bel exemple. Merci beaucoup, Paul, d'avoir montré derrière les mots que j'évoquais, voilà, ce qui se passe concrètement au sein d'un grand groupe média. N'hésitez pas à poser vos questions à Paul. Dernier sujet que l'on va évoquer, et puis on passera à la partie questions-réponses, c'est justement l'évolution aussi de l'open web. C'est ce qu'on évoquait en fait tout à l'heure, au cœur de l'open web, au cœur de la mesure, au cœur de l'efficacité, il y avait quelque chose qu'on appelait les cookies tiers. Comme vous le savez, je vais enfoncer une porte qui est déjà ouverte. Aujourd'hui, le déclin des cookies tiers est plus que marqué. C'est moins d'internautes sur 2 qui est adressable à travers le cookie tiers. Et c'est ce qui pose aussi une problématique, puisque du coup, on a de plus en plus de campagnes qui vont être focalisées sur cette partie, sur cette moitié d'internautes qui sont adressables, et on va laisser de côté en fait ceux qui ne sont plus adressables. Sauf que ce 50% va bientôt être 40, puis 30, puis 20. Et donc toute la question, lorsqu'on est une marque, c'est comment j'adresse en fait la totalité des internautes, cookie tiers ou pas. Face à ce déclin, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place par l'écosystème. D'une part, sont les données en fait user-centriques, les données typiquement, ce que tu évoquais tout à l'heure, lorsque un groupe média crée des segments d'audience ou autres, c'est grâce en fait aux cookies first. Et donc effectivement, c'est une possibilité que les groupes médias ont de créer des audiences en fait très captives.
Il y a toute la partie content centrique, tu l'as évoqué aussi, hein, lorsque, je vais, être sur telle ou telle, page, telle ou telle catégorie ou tel article, je vais avoir en fait une maîtrise de l'emplacement, et de l'environnement dans lequel je suis par rapport à des mots-clés, par rapport à une catégorie et cetera. Et puis il y a un troisième groupe, de données qui est, plus récent, ce qu'on appelle le groupe centrique. C'est notamment toute la partie, Privacy Box où on va avoir des données liées en fait, au navigateur, des données liées à des petits groupes et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une multitude en fait justement d'informations, une multitude de data, et que le vrai challenge en fait, c'est de pouvoir exploiter toutes ces données-là pour avoir non seulement un ciblage intéressant, mais aussi justement, on l'évoquera certainement peut-être dans la question-réponse, un tracking et des performances intéressants. Et le challenge, en fait, c'est la multiplicité aussi. L'avantage, c'est cette multiplicité. Le challenge, c'est la multiplicité parce qu'effectivement, il y a beaucoup de types de données aujourd'hui. Lorsqu'on va utiliser telle ou telle approche, telle ou telle techno, on va avoir en fait 5, 10, 15, 20% des internautes seulement. Et c'est vrai que pour une marque, ce qui est plus compliqué, c'est de se dire, bah oui, il va falloir que je fasse du cookie tiers, mais en même temps que je fasse du contextuel, en même temps, il faut tester la privacy sandbox, etc. Et donc, en fait, on va avoir un découpage des campagnes et des budgets qui vont être plus complexes en fait à gérer. Et c'est dans cet esprit-là que l'on a lancé là, il y a quelques semaines du côté d'Envoice, en fait, Hybrid Pulse. Hybrid Pulse, c'est la première IA qui va combiner du cookie tiers avec du cookie-less. Concrètement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre en entrée toutes les données disponibles autour en fait d'un profil. Est-ce que cette personne-là elle a un cookie qui est associé? Est-ce que cette personne, on la retrouve au niveau des topics avec de l'information pertinente? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà visité? On le sait parce que la protected audience de la Privacy Sandbox en fait est activée, etc., etc. Ce qui va permettre en fait de construire davantage de profils et des profils avec plus d'informations. Et une fois qu'on a ces profils enrichis, on va pouvoir les toucher de manière en fait plus efficace en utilisant justement toutes ces informations. Donc on est dans une logique en fait de et. Là, on était souvent dans une logique de ou. J'utilise cette information ou cette information. Et grâce à cette approche-là, on est véritablement dans une logique en fait de et. On va exploiter l'ensemble des données. Et ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, en fonction des profils, certains ne vont avoir que des cookies tiers, d'autres bloquent les cookies, donc on ne va avoir que le contextuel. Pour d'autres, en fait, on va avoir toutes les données possibles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ça découpe en fait complètement les campagnes en fonction du type de données que l'on a par profil. Et grâce à cette approche en fait d'hybridation, on va pouvoir utiliser tous les profils, avoir des informations justement plus pertinentes, plus complètes pour certains, mais dans tous les cas, ne plus se limiter simplement à certains profils. Donc c'est plus simple, c'est plus de perf forcément, on a plus de données, c'est plus de puissance parce qu'on va couvrir plus, d'internautes. On va aller au-delà, de simplement les internautes avec des cookies tiers et en même temps, c'est, très, transparent avec un respect total en fait, du consentement des internautes. Donc on se retrouve effectivement encore une fois à avoir cette approche, de responsabilité, dans cette solution. On a commencé en fait à migrer certains de nos clients parce qu'effectivement dès qu'on évoque le cookie-less, c'est beaucoup de tests et peu de tests en fait qui sont transformés, justement en campagne fil rouge. C'est ce que l'on est en train de faire avec un certain nombre de nos clients, donc je pense à Fortuneo par exemple ou à Maisons du Monde. Ce sont des gens qui vont chercher de la performance, en générant des leads, performance en générant des vidéos, complétées à 100. Et dans ces 2 cas-là, on a observé en fait des uplifts très fort en utilisant toutes les données parce qu'encore une fois, on a plus de profils, on a plus de données, on a plus de finesse, on a plus de ciblage et donc ça se retranscrit dans tous les indicateurs que l'on a, que ce soit sur le niveau de CPL ou sur le taux de complétion. Tous les indicateurs ont été améliorés du jour au lendemain au passage en fait à cette solution-là. Donc voilà, ça ce sont typiquement deux exemples que l'on passe en fait, notamment Fortuné, on va les passer en fait en fil rouge sur des campagnes. Donc c'est une campagne en fait toute l'année qui va passer sur ce type de solution, parce que le point clé autour en fait de la fin des cookies, ce n'est pas réellement de faire des tests, mais c'est de pouvoir passer ces campagnes en fil rouge et de remplacer en fait le cookie tiers, non pas sur 2 semaines ou 3 semaines, mais de le remplacer sur la totalité en fait du plan. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec tous nos clients grâce à cette solution Hybrid Pulse qui vient tout juste de sortir.
Voilà. Heu, Conclusion de ces 45, un petit peu plus que 45 minutes. Vous l'avez constaté, hein, l'open web, c'est un levier qui est à la fois puissant, brand safe et engagé. Voilà, c'est les 3 mots, je pense, que l'on peut, tirer aussi, de cet, environnement-là. Ce qui laisse, comme, Paul l'a bien démontré, en fait, des opportunités très intéressantes, en fait, pour les marques d'aller toucher des audiences, qui sont captives, des audiences engagées et dans des environnements, de manière, qualitative. Et le point clé derrière, hein, là on parle beaucoup d'open web, beaucoup de sites médias, de sites communautaires. Voilà, les questions que l'on aura forcément dans les prochains mois, c'est comment rajouter une couche avec la CTV, rajouter une couche avec le retail média, comment tous ces leviers peuvent être gérés de façon programmatique et de façon complètement organisée, alors qu'aujourd'hui on a encore des silos qui se parlent assez peu. Mais je pense que l'enjeu en fait du marché, ça sera très rapidement d'avoir en fait une vision programmatique de l'ensemble en fait des sous-leviers de l'open web pour à la fois combiner des sites médias avec des sites marchands, des sites communautaires, que ce soit sur du web ou que ce soit sur de la CTV et potentiellement même sur des OH. Et c'est clair qu'il va y avoir une évolution assez forte en fait sur cette partie-là. Et cette notion d'hybridation de la donnée sera encore plus importante parce que chaque levier a son propre type, bien sûr, de données. Nous étions ravis avec Paul, d'évoquer tous ces sujets-là. Peut-être que vous avez quelques questions, pour Paul, et puis, moi-même sur cette notion, d'open web, sur les avantages, sur, ce qui est plus simple, de faire. Je vous laisse peut-être, y réfléchir. On avait quelques questions, Paul, justement, certaines de vos marques sont également présentes sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi? C'est ce que tu évoquais un peu tout à l'heure, c'est la complémentarité Ouais, des leviers? ouais, tout à fait. Bah, sinon, je vais même pouvoir parler comme ça, j'essaie de pas parler que de Prisma et puis pour être ouvert un peu Mmh. à tout l'open web, hein. C'est vrai que nous c'est le cas. Vous pouvez aller sur nos réseaux. Bah, là, je suis dans les locaux de Harper Bazaar, donc vous pouvez aller sur Harper, sur le réseau, sur l'Instagram qui est plutôt pas mal. Mais je vais prendre sinon pour une autre marque que vous connaissez. Par exemple, je vais prendre un de mes collègues, c'est la même chose et j'essaye de parler un peu globalement. Un quotidien, par exemple, que vous pouvez suivre avec Yann Barthès sur TF1. Vous allez pouvoir le retrouver un peu partout, sur le social, sur YouTube, et présent également sur YouTube, via des podcasts. Donc en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce que vous allez retrouver généralement, mais c'est un peu pareil pour la grande majeure partie des médias français. Vous n'allez pas retrouver l'entièreté généralement du contenu. Vous allez retrouver un petit bout de teaser, peut-être un ou deux bonus, qui va vous donner en tout cas envie et puis de suivre la marque jusqu'au bout. Mais l'idée est in fine que vous allez plutôt sur les propriétés après effectivement de l'éditeur. Il faut savoir que nous, lorsque vous consommez des contenus chez nous sur les réseaux ou sur YouTube, la rémunération en tout cas qu'on en tire, elle est évidemment moindre, vu que la grosse partie de la valeur va du coup aller pour ces réseaux. Donc voilà, l'idée chez nous, c'est de en tout cas faire connaître notre marque auprès de publics assez jeunes, créer vraiment une idée de marque, hein, on est vraiment sur une marque média, et ensuite pouvoir retrouver ces personnes-là qui auront eu une connaissance de la marque, qui auront su que la marque était une marque de qualité et qu'elle puisse ensuite revenir quand elle va avoir une décision d'achat assez importante, par exemple, à faire sur un de nos sites parce qu'on est sur des sites de qualité et on est sur des sites de confiance. Donc, on se sert vraiment des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer de nouveau avec la génération un peu plus jeune. Ouais, je pense que cette notion de souplesse et de combinaison, on parlait tout à l'heure d'hybridation sur, la partie, données. Je pense que c'est une hybridation aussi sur la partie, expérience. Il y a une question sur, la notion de performance. Ça sera aussi une notion d'hybridation parce qu'on va avoir différents types, de solutions permettant de traquer justement, les différents, types de campagnes. Donc c'est vrai que cette notion d'hybridation, on la retrouve à peu près partout. On n'est plus dans une approche web où il y a des silos. On est vraiment en fait sur des expériences qui se croisent et tout l'objet est de trouver justement les meilleurs croisements sur les plus fortes audiences dans les meilleurs, encore une fois, environnements pour pouvoir optimiser justement la présence d'une marque. Il y avait une question qui revient souvent sur la partie cookieless. On nous dit souvent, mais en fait, les cookies sont encore là. Donc, l'open web, c'est très cookie tiers, mais comme ils sont là, en fait, il est urgent de ne rien faire. Gardez en tête encore une fois, hein, il n'y a plus un internaute sur deux en fait qui n'est plus traqué à travers le cookie. Et donc justement, les gens qui ne sont plus traqués sont encore plus réceptifs que ceux qui sont surexposés.
à la notion de publicité. Donc c'est vrai que lorsqu'on nous demande est-ce que je dois y aller, bah oui, parce qu'en fait aujourd'hui on peut déjà toucher 100% des internautes à travers en fait les différents types, les différentes approches. Est-ce que tu as montré Paul, ou une approche type Hybrid Pulse, voilà, ça permet en fait d'ouvrir, de sortir simplement du cookie, hein, je pense que vous l'avez bien compris, et ça te permet justement de toucher des gens qui sont encore une fois moins exposés. Et donc du coup d'avoir en fait des performances qui sont d'autant plus intéressantes. Donc voilà, s'il y a en tout cas une problématique autour de la notion de cookies, une question autour de la notion des cookies sur est-ce que je dois y aller ou pas, il est urgent d'y aller. Il n'y a que des avantages. 11h59, voilà, on avait prévu une petite heure. On va être fidèle à cette ponctualité. Merci beaucoup, Paul. Vraiment un témoignage très, très riche, hein. Vous l'avez vu, hein, on est vraiment sur des choses très concrètes qui montrent comment justement le pod web est utilisé à la fois par les internautes et en même temps par les marques. Ravi d'avoir pu échanger avec vous donc, sur ce sujet qui est éminemment important à quelques semaines en fait de la nouvelle année et donc des nouveaux plans. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez les coordonnées de Paul, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Vous allez recevoir en fait le replay. Donc vous pourrez le revoir tranquillement et puis le cas échéant, si dans quelques jours vous aviez des points, n'hésitez pas. Merci beaucoup Paul. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et puis à bientôt donc en décembre pour évoquer la partie mesure. Merci. Merci à tous. À bientôt.